L'anime commence par raconter des histoires selon lesquelles, dans les temps anciens, les dieux ont créé les humains et les sorcières. Les dieux ont donné des pouvoirs magiques aux sorcières pour guider et protéger les humains faibles. Les sorcières promettent également de protéger les gens. Mais maintenant, les humains n'ont plus besoin des sorcières. Malheureusement, les sorcières sont traquées et tuées. La scène se déplace vers un garçon nommé Adonis et une sorcière nommée Chloé Morgane. Donc, à ce moment-là, Adonis est pris en charge et entraîné par Chloé, qui est la sorcière de glace la plus puissante. Ils sont actuellement en voyage vers la frontière, mais lorsqu'Adonis utilise Maps de son téléphone portable, Chloé se fâche. C'est parce que l'Empire de Rhodia, qui chasse les sorcières, peut suivre leur emplacement. Adonis explique que son téléphone portable a été fabriqué avec de la magie d'invocation, donc son emplacement ne peut pas être retracé. Là, il taquine Chloé pour être démodée et la frappe gentiment. Adonis demande pourquoi il doit fuir, et Chloé explique qu'elle est une sorcière. Donc, pour l'instant, Chloé veut rester loin des humains et espère vivre en paix à la frontière avec Adonis parmi les humains qui acceptent les sorcières. Ici, Adonis a été surpris par l'attitude calme de Chloé, même s'il était très frustré. Adonis méprisait vraiment l'Empire de Rhodia et voulait utiliser la magie pour les vaincre au lieu de fuir. Peu après, des soldats de l'Empire de Rhodia sont arrivés, rendant Adonis furieux et désireux de les éliminer tous, mais Chloé l'a arrêté et s'en est occupée elle-même, les vainquant instantanément. Pendant ce temps, au palais de l'Empire de Rhodia, nous voyons le 23e empereur nommé Goethe. Il était agacé que ces hommes ne puissent pas attraper la sorcière de glace. Cependant, Goethe est resté calme car il croyait que la sorcière de glace ne pouvait pas lui échapper. De retour à Adonis, il était irrité par le refus de Chloé de le laisser nuire aux humains. Il se demandait pourquoi il apprenait la magie s'il ne pouvait pas l'utiliser pour se protéger. Chloé a expliqué qu'Adonis avait besoin de plus d'expérience en magie. Pour se prouver, Adonis a créé une épée énorme. Mais il a réalisé que Chloé ne voulait pas qu'il, en tant qu'humain, fasse du mal à d'autres humains. Adonis pensait que Chloé était trop gentille. Il ne pouvait pas supporter de la voir maltraitée, et si cela continuait, il ne pourrait pas la protéger. Chloé a compris ses sentiments et l'a serrée dans ses bras. Soudain, une source d'énergie est apparue, non pas de la magie, mais de la technologie humaine à travers un satellite pouvant téléporter des objets. En d'autres termes, les humains avaient inventé un appareil pouvant téléporter des personnes. Pendant ce temps, Goethe était occupé à parler à son peuple. Il expliquait comment les sorcières utilisaient la magie pour protéger l'humanité des catastrophes, faisant ainsi que les humains comptent sur elles, les respectent, voire les craignent. Goethe a déclaré que le monde était injuste car seules les sorcières avaient des pouvoirs spéciaux au-delà des humains ordinaires, ce qui rendait les humains faibles. Pour renforcer leur estime de soi, les humains avaient développé leur propre pouvoir grâce à une technologie avancée comme les avions, les trains et les téléphones, ce qui améliorait le transport et la communication entre les villes. À ce moment-là, Goethe voulait souligner que les humains n'étaient plus faibles. Avec la technologie, ils pouvaient façonner et contrôler le monde, et il n'y avait peut-être plus besoin de sorcières. Donc, il était temps pour les humains de montrer qu'ils étaient les plus forts dirigeants du monde. Soudain, Chloé et Adonis sont apparus, ayant été téléportés. Ils ont tous les deux été choqués par cet événement inattendu, observé par des milliers de personnes. Lorsqu'Adonis a vu Goethe, il a voulu attaquer, mais les gardes l'ont rapidement appréhendé. Chloé était en colère et a exigé que Goethe libère Adonis s'il se souciait de la vie des humains présents. Chloé était patiente car si elle faisait du mal à l'humanité, Adonis, qui était humain, n'aurait nulle part où aller. Étonnamment, les humains avaient inventé un dispositif magique qui pouvait effacer la magie. Adonis a essayé d'utiliser la magie pour aider Chloé, mais en vain. Puis, Goethe s'est approché lentement de Chloé et l'a publiquement humiliée devant la foule nombreuse. Peu de temps après, Goethe a ordonné à ses hommes de nuire à Adonis, mais Chloé s'est immédiatement agenouillée, plaidant pour la libération d'Adonis. Elle a expliqué qu'Adonis n'était qu'un pauvre enfant qu'elle avait trouvé dans les rues, et elle a demandé pardon. Adonis est devenu furieux et, en pleurant, a essayé de jeter des sorts magiques, mais en vain. Chloé a remercié Adonis une dernière fois et a exprimé son amour profond pour lui. Devant une foule nombreuse, Chloé a été cruellement assassinée, ce qui a rendu Adonis très en colère. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là, Chloé a été tuée juste devant Adonis. Cet événement tragique a laissé une cicatrice permanente. Les dieux avaient autrefois dit que les humains étaient des êtres timides, et les sorcières étaient censées les protéger, se lier d'amitié avec eux et vivre en paix ensemble. La haine entre eux ne ferait qu'apporter ténèbres et chaos dans le monde. En bref, 10 ans se sont écoulés dans la capitale de l'Empire de Rhodia, plus précisément dans la ville de New Nightmare. La scène montrait des camps d'internement et du chaos, y compris une prison pour femmes. 2 femmes se battaient pour un morceau de pain. Doroka, une femme gentille et belle, a donné son pain pour arrêter la bagarre. Son amie, Anna, se plaignait que Doroka soit trop gentille. Soudain, Anna s'est inquiétée des progrès de la technologie humaine, qui semblaient causer de la souffrance parmi les humains. Les gens se battaient même entre eux maintenant.
Anna se demandait d'où devait venir le bonheur promis une fois que les sorcières étaient éliminées. Pour remonter le moral à Anna, Doroka a utilisé une marionnette pour jouer le rôle d'un héros qui viendrait à la rescousse. Peu de temps après, un gardien de prison est venu appeler le numéro 218, qui s'est avéré être celui d'Anna. Une fois de plus, Doroka a montré sa gentillesse en avançant et en échangeant son numéro avec celui d'Anna. Doroka a ensuite été confrontée par le directeur de la prison nommé Kushiki. À ce moment-là, Kushiki semblait heureux de voir la belle Doroka. Soudain, il a demandé à Doroka de se déshabiller, promettant de la promouvoir à un prix élevé. Kushiki a souligné que tout cela était possible grâce aux progrès apportés par l'Empire de Rhodia. Il voulait même une photo d'eux deux. Doroka a réussi à s'échapper en emportant le téléphone portable de Kushiki. Poursuivie, elle a tenté de déverrouiller le mot de passe du téléphone. Après plusieurs essais, elle a réussi à imiter le style de discours de Kushiki, déverrouillant enfin le téléphone. Ainsi, Doroka a ouvert toutes les portes des cellules, semant le chaos. Doroka est arrivée devant une porte particulière avec le téléphone portable de Kushiki, et peu de temps après, les officiers sont arrivés. Heureusement, à ce moment-là, toutes les portes des cellules avaient été ouvertes par Doroka. Elle a même réussi à ouvrir un tube devant elle, révélant Adonis à l'intérieur. Là, Doroka a facilement vaincu les gardes un par un. Cependant, elle a eu peur lorsqu'Adonis s'est approché d'elle. Heureusement, elle n'a pas été blessée mais a plutôt été libérée des menottes qui la liaient. À ce moment-là, les choses dans le camp d'internement étaient dans un chaos total. Les portes des blocs 1 à 6 avaient été ouvertes, ce qui rendait difficile pour les gardes de capturer les prisonniers évadés. Au bureau de la direction de la sécurité nationale, le directeur exécutif nommé Yamato a chargé Echout de résoudre ce problème et également de capturer un prisonnier dangereux, Adonis. Yuki, qui travaillait avec Yamato et était sa sœur cadette, n'aimait pas la manière dont Echout était négligent dans ses affaires avec son frère. Mais selon Yamato, c'était acceptable car Echout était un atout précieux. Pendant ce temps, Kushiki paniquait, réalisant que cette situation pourrait lui causer des ennuis avec ses supérieurs. Il risquait même l'exécution pour sa négligence, qui avait permis à Adonis, l'apprenti de la sorcière, de s'échapper, avec le stylo magique. Sur le toit de l'immeuble, Adonis commençait à écrire des sorts magiques, non pas pour sauter ou se pendre, mais pour créer de la magie d'invocation sous forme de balles agrandissantes. Il était déterminé à apporter la destruction à l'humanité. D'un autre côté, Echout était arrivé au camp d'internement. Dans un retournement cruel des événements, il finit par tuer tous les prisonniers restant là-bas mais ne put trouver le prisonnier masculin qu'il recherchait, Adonis. Pour aggraver les choses, Echout tua également les gardes, y compris Kushiki. D'autre part, Doroka ressentait des remords d'avoir libéré Adonis, consumé par la vengeance. Adonis, quant à lui, était stupéfait par les avancées et les progrès de la ville aujourd'hui. Il ne pouvait s'empêcher de penser que ses actions actuelles seraient sûrement désapprouvées par Chloé. Chloé avait toujours souligné que chercher la vengeance n'était pas un bon chemin à suivre. Même si une décennie s'était écoulée, Adonis ne pouvait jamais oublier les yeux de Chloé, sa voix et les mots qu'elle avait partagés. Il ne pouvait surtout pas oublier ses dernières paroles, qui étaient restées non prononcées. Motivé par ses sentiments, Adonis créa un géant dans l'intention de détruire la capitale. Pendant ce temps, la police était choquée de constater que le conducteur qui avait percuté leur bureau semblait être ivre. Il prétendait avoir vu un géant dehors, et à leur grande surprise, cela s'avérait vrai. En même temps, le bureau de la sécurité nationale faisait un rapport sur la situation actuelle concernant l'approche du géant. Yamato ordonna à son équipe de se préparer à des attaques aériennes et terrestres. Selon les dernières informations, Adonis avait pris le stylo magique, indiquant que le géant avait été créé en utilisant la magie et non une machine de guerre d'un pays voisin. Par conséquent, Yamato demanda à son équipe de préparer un dispositif de suppression des photons magiques, spécifiquement une machine d'effacement de magie appelée DAM. Cependant, DAM n'avait pas été utilisée depuis une décennie, alors Yamato demanda à Yuki de vérifier sa fonctionnalité. Pendant ce temps, les chars d'acier étaient prêts à attaquer, mais personne ne fut touché. Il s'avère qu'Adonis avait un tour de magie spécial dans sa manche qui faisait automatiquement rater leur cible aux chars d'acier. Soudain, l'immeuble fut attaqué, et les chars d'acier furent emportés sans effort. Ainsi, Adonis passa 10 ans en isolement, où il reçut une simulation unique utilisant du tissu cérébral pour comprendre comment les humains pouvaient utiliser la magie. Il s'avéra qu'Adonis était un élève talentueux capable de maîtriser un stylo magique capable de se transformer en expression mathématique. Il devait ses compétences à un excellent professeur nommé Chloé. Maintenant, Adonis prévoit de se venger de ceux qui ont bénéficié de la chasse aux sorcières. Pendant ce temps, Echout, qui se cachait à proximité, commença à informer Yamato de l'emplacement d'Adonis dans la main du géant. Yamato ordonna immédiatement à la force aérienne de lancer des missiles sur le bras du géant. Alors que le chaos grandissait, un enfant criait pour sa mère. Juste au moment où des débris allaient frapper l'enfant, Doroka intervint rapidement et sauva l'enfant,
le guidant en sécurité. Doroka se précipita ensuite pour affronter Adonis et mettre fin à ses actions. D'autre part, dans le palais impérial de Rhodia, Goethe réapparut. Il s'avère que Goethe mourait d'une maladie mortelle. Goethe croyait que c'était une conséquence de ses actions dans la chasse aux sorcières, mais il n'avait aucun regret. Il restait convaincu que ces actions étaient nécessaires pour le progrès de l'humanité. Pendant ce temps, après avoir été frappé par de nombreux missiles, Adonis tomba, mais il ne s'arrêta pas là. Il continua à faire du mal aux soldats qui essayaient de le capturer. Juste au moment où il allait faire du mal à quelqu'un d'autre, Doroka intervint pour l'arrêter. Elle dit à Adonis qu'il avait déjà pris la vie de nombreux innocents, mais il semblait ne pas s'en soucier. Adonis, quant à lui, trouvait amusant d'avoir fait du mal à des innocents, et il déclara que son objectif était d'éliminer toute l'humanité, pas seulement dans l'empire de Rhodia. Lorsque Doroka mentionna le nom de Chloé, cela rendit Adonis furieux. Adonis pensait que Doroka faisait partie d'un groupe d'humains sournois essayant de manipuler ses pensées et attendant des renforts. Mais alors, Doroka révéla sa propre magie, montrant qu'elle était une sorcière. Cette révélation rendit Adonis encore plus en colère, se demandant pourquoi Doroka, en tant que sorcière, n'avait pas aidé à sauver Chloé plus tôt. Doroka expliqua qu'elle avait été très frustrée à ce moment-là. Adonis fut vraiment bouleversé lorsque Doroka mentionna que Chloé pourrait revenir à la vie, mais cela s'avéra être un mensonge. Adonis devenait de plus en plus frustré du comportement taquin de Doroka à propos de Chloé. Ensuite, Doroka révéla qu'elle était venue dans ce pays secrètement pour sauver Adonis, juste pour pouvoir ramener Chloé, qui était la plus grande sorcière. Pour que cela se produise, Doroka avait besoin des souvenirs d'Adonis de Chloé. Cependant, Adonis était toujours sceptique, mais quand il vit le sourire résigné de Doroka, qui ressemblait beaucoup à celui de Chloé, il ne put s'empêcher de se sentir triste. Des larmes montèrent à ses yeux lorsqu'il demanda si c'était vrai que Chloé pouvait revenir à la vie. Doroka lui offrit immédiatement sa main et lui dit oui. Revenons un peu en arrière et examinons le passé de Doroka. Il y a 10 ans, il y avait un village où vivaient des sorcières, et il a été incendié. Les sorcières ont été tuées une par une, juste devant Doroka. Heureusement, les troupes de Rhodia ne l'ont pas remarqué. Doroka était surprise de voir pourquoi les humains attaquaient les sorcières. Elle et ses amis étaient venus de loin pour aider les habitants de ce village, et les sorcières ne pouvaient pas se défendre parce que les humains utilisaient un outil appelé DAM, qui retirait leur magie. Ensuite, Mia a dit à Doroka de s'enfuir et de rapporter cela à Ophélia, mais Doroka ne voulait pas laisser Mia seule. Pour la réconforter et l'encourager, Mia a utilisé une marionnette pour communiquer. Finalement, Doroka a décidé de s'enfuir, même si elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Maintenant, voyons ce qui s'est passé ensuite. Doroka a dû affronter sa mort devant Adonis. Lorsqu'elle lui a murmuré quelque chose, elle a été soudainement abattue par un tireur d'élite nommé Ekout. Adonis était vraiment bouleversé car tout ce que Doroka avait dit concernait ramener Chloé à la vie. Lorsque les troupes de Rhodia ont commencé à attaquer, Adonis a créé un sort protecteur qui pouvait arrêter les balles. Toutes les balles qui touchaient le sort se transformaient en argent. Pendant ce temps, Ekout était prêt à cibler Adonis avec son fusil de sniper. Adonis a facilement repoussé les attaques d'Ekout, et encore une fois, les balles se sont transformées en argent. Cette fois, cependant, Adonis a ajouté un bonus en rendant les balles plus grosses. Peu après, Adonis a continué à exprimer sa frustration de ne pas laisser les humains s'amuser après la mort de Chloé. Il a promis de faire du mal aux humains et s'est lentement approché des soldats restants à tête rasée. D'autre part, Yuki était arrivé dans le sous-sol où se trouvait le dispositif de suppression des photons magiques, également connu sous le nom de DAM. Elle était heureuse de pouvoir enfin aider son pays en tant que sœur cadette de Yamato. Cependant, les chercheurs là-bas refusaient d'activer les photons magiques, en particulier une personne nommée Teta Samantha. Là, Teta a expliqué la situation à Yamato via le téléphone portable de Yuki. Elle a mentionné que les scientifiques de Rhodia ne comprenaient toujours pas les particules produites par les photons magiques. Pour clarifier, ces particules ont provoqué une maladie chez les humains il y a environ 10 ans, affectant de nombreuses troupes. En essence, cette machine pourrait nuire aux cellules humaines. Tout cela avait été gardé secret pour le progrès de l'humanité. De plus, l'Empire de Rhodia avait également dissimulé le fait que la Terre était contaminée par cette maladie. Pour aggraver les choses, les sorcières qui auraient pu restaurer l'environnement avaient disparu. En quelque sorte, le monde approchait de sa fin. Teta a expliqué que Goethe était actuellement malade à cause de sa proximité constante avec cette machine à photons magiques. Ensuite, en classe, un élève a demandé pourquoi il y avait un humain, Adonis, défendant les sorcières. Le professeur a suggéré que peut-être Adonis avait été influencé ou manipulé d'une manière ou d'une autre. Lorsque la classe s'est terminée, Ria a été abordée par un autre élève qui insistait sur quelque chose qu'elle avait remarqué. Ria était clairement agacée et ne voulait pas être dérangée. Plus tard, Ria est allée à l'endroit où l'on rendait hommage aux personnes décédées, en particulier à son petit ami, Takuma.
Il s'est avéré que la fille qu'il avait abordée plus tôt parlait des actions de Rhia lorsque Takuma était piégé sous les décombres. Rhia l'avait laissé là et se sentait coupable de son comportement. Cependant, elle avait réussi à prendre une photo d'Adonis, qu'elle admirait pour son côté cool, son beau visage et sa magie. Soudain, Rhia a été surprise de voir un homme regarder la photo d'Adonis. La partie préoccupante était que cet homme était membre du gouvernement de l'Empire de Rhodia. Il a dit que c'était bien de garder la photo mais a averti Rhia de ne le dire à personne. Rhia a accepté et a dit au revoir. Cependant, cet homme a ensuite appelé ses associés pour qualifier Rhia de traître à Rhodia et la faire exécuter. Il s'est avéré que la personne qu'il a appelée était une figure importante à Rhodia, un enquêteur nommé Charmy. Charmy examine actuellement le corps d'Adonis, qui aurait été prétendument faux. À ce moment-là, Adonis lutte en souffrance, pris en charge par plusieurs femmes. La partie la plus surprenante est lorsque la sorcière tant attendue, Ophélia, apparaît. Pour réconforter Adonis, Ophélia utilise sa magie pour évoquer des souvenirs de Chloé. Il s'avère que tout le monde ici est une sorcière. L'incident réel impliquant Adonis est alors révélé. Il s'avère que le soldat qui semblait avoir tué Adonis était une sorcière nommée Anna, une amie de Doroka. Anna a utilisé sa magie de duplication pour faire croire qu'elle avait tué Adonis, mais elle a en réalité tué le corps de quelqu'un d'autre, donnant l'impression qu'Adonis était mort pour l'Empire de Rhodia. Là, Adonis était enveloppé de bandages et envoyé dans le ciel, et le processus lui causait beaucoup de douleur. Ophélia l'a immédiatement enlacé et l'a remercié d'avoir combattu pour la nation des sorcières. Cependant, Adonis a jeté un regard vif aux sorcières autour de lui. Après cela, Adonis a été emmené en fauteuil roulant. À ce moment-là, les sorcières étaient très heureuses et profitaient de leur vie ici. Bientôt, deux sorcières s'approchèrent d'Adonis et parlèrent de Chloé, qui était gentille et aimée des sorcières. Adonis était clairement ravi d'entendre cela. Ensuite, Adonis est conduit devant Ophélia. Bien qu'Adonis veuille se lever de son fauteuil roulant, Ophélia insiste pour qu'il reste assis car il est encore malade et faible à cause du processus de passage de la terre à cette terre des sorcières. Ophélia parle ensuite de Chloé. Elle décrit Chloé comme une sorcière plus forte, plus intelligente, plus heureuse et plus gentille que les autres sorcières. Malheureusement, Chloé a été expulsée de la terre des sorcières. Adonis répond immédiatement, disant que Chloé a été expulsée parce qu'elle a enseigné la magie aux humains, spécifiquement à lui. Ophélia explique que la magie est comme une âme pour les sorcières. Elle représente un lien et un dévouement donné par les dieux pour guider les humains. Par conséquent, enseigner la magie aux humains n'était pas quelque chose qui aurait dû être fait. À ce moment-là, les autres sorcières ont supplié Chloé de revenir et d'ignorer Adonis. Cependant, Chloé s'est simplement excusée. Ensuite, Adonis lui a lancé à nouveau un regard vif. Peu après, lorsqu'Ophélia a montré à Adonis le stylo magique, il s'est levé de son fauteuil roulant et lui a demandé de le lui rendre. Ophélia lui a remis le stylo magique, et Adonis était ravi. Cet objet était le seul souvenir que Chloé lui avait spécialement fait. Adonis a ensuite demandé à Ophélia si elle pouvait vraiment ramener Chloé à la vie. Ophélia a simplement répondu en disant que les sorcières ne mentent pas. Cela a apporté du bonheur à Adonis. En levant les yeux, il a été surpris de voir la terre au loin. Il s'avère que cette terre des sorcières n'était pas sur Terre mais au-delà de la portée humaine, spécifiquement sur la Lune, dans l'espace. Il y a 10 ans, les sorcières se sont échappées vers une nouvelle terre appelée Lunamilia, qui est devenue leur nouveau foyer. Adonis est alors conduit devant un tombeau où les sorcières défuntes sont honorées. Ophélia explique que les humains ont montré leur vraie nature depuis qu'ils ont découvert la science qu'ils ont créée. Les humains ont souvent peur de l'avenir car ce sont des créatures naturellement prudentes. Ils peuvent également être guidés par de fortes émotions, où les temps les plus sombres précèdent l'aube, et les choses s'améliorent lorsque le matin arrive. C'est similaire à l'amour ayant son opposé, qui est la haine. Pour cette raison, les dirigeants humains croyaient que ces émotions pouvaient être destructrices et les associer aux sorcières qui pouvaient nuire aux humains. Adonis est ensuite montré à l'arbre mytho, qui est unique aux sorcières. C'est l'arbre à partir duquel les sorcières naissent car il n'y a pas de sorcières mâles. Cet arbre est comment les sorcières viennent à l'existence et peuvent renaître. L'arbre mytho est le seul qui a survécu et a été transféré avec succès à Lunamilia, tandis que les autres ont été détruits par les humains. Adonis commence à croire que l'essence de Chloé est à l'intérieur du fruit de naissance, mais Ophélia explique que le fruit donne naissance à une nouvelle génération, pas à une réincarnation. Cependant, avec les pouvoirs uniques d'Adonis, le fruit donnera naissance à une figure similaire à Chloé. Ici, il est expliqué que la magie est le pouvoir de transformer les pensées en réalité physique, tout comme la magie d'Adonis, appelée magie de création. Avec la maîtrise de la magie, on peut façonner ses pensées en réalité. En termes plus simples, la magie d'Adonis est très polyvalente. Par exemple, il peut créer un souvenir, et ce souvenir est lié à l'existence du fruit mythique. Cela signifie que si Adonis attache le souvenir de Chloé au fruit mytho, Chloé renaîtra. Après le départ d'Ophélia, Adonis s'est allongé, imaginant le retour à la vie de Chloé. Bientôt,
Anna s'approcha de lui, s'attendant à de la gratitude. Elle était assez en colère en voyant Adonis si détendu, se souvenant de la volonté de Doroka de se sacrifier pour lui. Puis, Adonis a mentionné avec désinvolture qu'il était innocent car tout faisait partie du plan des sorcières. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Anna a commenté sur la façon dont les humains peuvent être égoïstes, ne pensant qu'à leur désir de ramener Chloé à la vie, sans considérer les sacrifices qui ont été faits. Anna regrettait profondément d'avoir risqué sa vie pour quelqu'un comme Adonis. Soudain, Adonis lança un regard furieux à Anna et l'accusa d'avoir le même but de ramener Chloé à la vie et de l'utiliser. Il a souligné qu'elle ne devrait pas faire semblant de ne pas le savoir. Anna fut prise au dépourvu par cette révélation. Avant que Doroka ne meure, elle avait chuchoté que les sorcières avaient l'intention d'utiliser Chloé, et Adonis devait s'échapper avec Chloé de la terre des sorcières. Adonis croit que cet endroit a été construit comme une prison pour les humains. Les sorcières, en utilisant une méthode appelée transfert hétérophase, captureraient plus tard des esclaves humains et leur enseigneraient la magie, tout comme Adonis l'avait appris de Chloé. Ces esclaves seraient forcés de se battre contre d'autres humains parce que les sorcières sont proches de l'extinction. C'est pourquoi elle prévoit de récupérer Chloé, car elle est la seule sorcière capable de créer un stylo magique comme celui d'Adonis. Soudain, Anna commença à s'inquiéter et demanda à Adonis ce qu'il ferait après avoir appris ce plan. Elle le supplia de ne pas laisser le sacrifice de Doroka être vain et de continuer à aider les sorcières. Adonis répondit qu'il maintiendrait Chloé en vie et suivrait ses souhaits. Si Chloé refusait d'aider les sorcières, alors elles deviendraient ses ennemies. Le lendemain, la cérémonie pour faire revivre Chloé était sur le point de commencer. Les sorcières formèrent un cercle, et Adonis commença à utiliser la magie des souvenirs pour se rappeler les moments passés avec Chloé pour le mythe qui allait renaître. Pendant ce processus, Adonis se souvint des moments heureux qu'il avait partagés avec Chloé, comme quand il regardait les étoiles sur les tuiles du toit ou quand il avait accidentellement aperçu Chloé alors qu'elle se douchait. Cependant, ce n'était pas un moment joyeux, mais triste. Adonis a vu des blessures partout sur le corps de Chloé, et elle l'a remercié en larmes d'avoir été avec elle tout ce temps. Elle ne pouvait pas supporter de vivre sans lui, et il semblait que seulement quand elle était avec Adonis, elle pouvait trouver le bonheur. Alors, pour l'instant, Adonis a décidé de ne pas ramener Chloé à la vie. Il ne veut pas que Chloé revienne à subir les épreuves de ce monde. Cela a surpris toutes les sorcières, surtout Ophélia, car Adonis a en fait ramené Doroka à la vie. Lorsque Doroka a réalisé qu'elle n'avait pas de vêtements, elle a rougi et a demandé d'effacer ce souvenir. Adonis lui a donné une chemise et a dit qu'ils étaient à égalité. Ophélia était très en colère contre cela et a traité Adonis d'insensible pour avoir gaspillé tous les sacrifices faits pour ramener Chloé. Adonis s'en est même pris à Doroka, qui n'était pas importante pour Ophélia, et a demandé si Doroka lui avait dit quelque chose. Soudain, Adonis a interrompu leur conversation et a expliqué que c'était sa décision de ne pas ramener Chloé à la vie. Cela a rendu Ophélia en colère, et elle a menacé de punir Adonis. Cependant, une onde de téléportation humaine est apparue. Adonis a alors révélé qu'il avait été un prisonnier à long terme, et l'armée humaine arriverait bientôt. Sachant que la puce d'écoute exploserait, il l'a jetée, détruisant l'arbre mytho. Peu après, Yamato et ses troupes sont arrivés. Les sorcières paniquées ont utilisé la magie pour éteindre le feu sur l'arbre mytho. Ophélia était de plus en plus en colère contre les humains qui n'avaient pas de magie, et elle a ordonné aux troupes de Santa Maria de se préparer au combat. Pendant ce temps, Adonis se bat contre Yamato. Lorsqu'Yamato se retrouve dans une situation difficile, Doroka intervient et demande à Adonis de s'arrêter. En même temps, les sorcières de Santa Maria commencent à attaquer avec divers types de magie. Elles utilisent la magie des cristaux, invoquent des mille pattes, des serpents et des plantes, et tirent des milliers de flèches. Ophélia montre son immense pouvoir en défaisant facilement toute l'armée humaine d'un simple geste. Cependant, une deuxième armée arrive de manière inattendue. Pendant ce temps, au quartier général de Rhodia, Theta et d'autres hauts fonctionnaires regardent la bataille sur la Lune. Ils grondent Theta pour avoir révélé l'existence de la Terre des sorcières, qui était cachée jusqu'à présent. Theta explique que les sorcières ont utilisé un prototype pour s'échapper sur la Lune lors de la chasse aux sorcières il y a 10 ans. Leurs bâtiments sont passés inaperçus grâce à la magie de camouflage. Cependant, Dynasma, une figure de haut rang, est furieux car il estime que l'argent dépensé pour l'Agence nationale des sciences a été gaspillé. Un autre responsable du nom de Shirozagi suggère que la seule solution maintenant est de laisser les sorcières être annihilées. Retournons à la bataille entre Yamato et Adonis. Yamato se relève et décuple la puissance de ses armes de 500%. Il fonce sur Adonis avec une vitesse incroyable et le frappe violemment. Pendant ce temps, Doroka, qui se rapprochait, a reçu l'ordre de reculer pendant que Yamato se préparait à attaquer. Yamato, qui pensait au traitement de sa petite sœur, reprochait à Adonis tout cela.
Il imaginait le sourire heureux de sa sœur quand cette bataille serait terminée. Donc, pour l'instant, Yamato a décidé d'utiliser toutes ses capacités, une compétence créée grâce à la science, qui était une attaque anti-magicien. En un instant, tous les habitants de la Terre des sorcières ont été affectés par l'attaque. Heureusement, Adonis a réussi à s'échapper, et Doroka a été sauvée grâce à la magie de duplication d'Anna. Malheureusement, Anna elle-même n'a pas pu être sauvée. Ensuite, les troupes de Yamato ont attaqué impitoyablement les sorcières restantes. En raison de l'attaque de Yamato, le quartier général de Rodia a perdu la connexion vidéo et ne pouvait pas voir ce qui se passait dans la terre des sorcières. Cependant, il pouvait toujours communiquer par la voix. Yamato a rapporté que les sorcières étaient mortes, ne laissant que Adonis. Soudain, Adonis a commencé à utiliser la magie pour attaquer. Bien que Yamato ait infligé de graves dommages, grâce à la science, il a pu réparer automatiquement tous les dégâts et frapper Adonis directement. Lorsqu'Adonis s'apprêtait à attaquer à nouveau, Yamato a renforcé son équipement, créant une puissante rafale de vent. En fin de compte, Adonis a été gravement blessé par l'attaque de Yamato. Malgré cela, Adonis a réussi à manier une énorme épée et à couper le bras de Yamato. Même avec toute la science avancée que nous avons aujourd'hui, elle ne peut pas ramener un corps humain. Donc, Yamato a seulement pu essayer d'arrêter le saignement. Plus tard, quand Adonis était là, faible et vulnérable, Yamato s'est approché lentement pour terminer le combat. Ensuite, Doroka a utilisé ses pouvoirs magiques d'amour. Soudain, Yamato et tout le monde, sauf Adonis, ne pouvaient plus bouger du tout. Là, Doroka a demandé le nom de Yamato, et il a répondu immédiatement. Lorsqu'Yamato a essayé de résister, la magie de Doroka est devenue encore plus forte. Adonis était en fait assez impressionné par la puissante magie de Doroka et, en riant, lui a dit de tuer Yamato. Au lieu de cela, Doroka a tendu la main et a convaincu Yamato d'arrêter de se battre. Elle a promis de ne pas nuire à Adonis et aux autres sorcières. Adonis était vraiment en colère contre Doroka pour vouloir épargner les humains qui avaient tué des sorcières, y compris son amie Anna. Adonis a expliqué que si vous épargnez quelqu'un, vous serez celui en danger. Et dès que la magie d'amour s'est dissipée, Yamato a attaqué Doroka. Maintenant, Yamato est vraiment en colère parce que les sorcières ont tué des humains innocents, causant même la mort de sa jeune sœur. Ensuite, Doroka lui demande pourquoi les humains ont tué des sorcières innocentes pendant les 10 dernières années. Elle croit que simplement parce que les sorcières ne sont plus nécessaires, cela ne signifie pas qu'elles doivent être tuées. À ce moment-là, Doroka lui rappelle que les humains et les sorcières étaient autrefois amis et suggère qu'ils devraient mettre fin au conflit actuel. Tout en tenant la main de Yamato, Doroka évoque des souvenirs heureux de leur passé, et cela commence à adoucir la colère de Yamato. Juste devant Doroka, Yamato rencontre sa fin. Adonis dit qu'il n'a eu qu'une rancune, admettant que la magie de Doroka est très forte. Peu de temps après, Adonis invite Doroka à arrêter de faire semblant dans ce monde impitoyable et à détruire l'humanité ensemble, mais elle refuse. Adonis, cependant, reste déterminé et attaque immédiatement les troupes restantes. Pour l'arrêter, Doroka essaie d'utiliser la magie de l'amour sur Adonis, mais soudain, il est juste devant elle et la met au défi de le tuer si elle veut mourir. Doroka ne peut rien faire et dit seulement que tuer entraînera plus de haine et que le conflit ne prendra jamais fin. Mais Adonis ne prête pas attention à Doroka. Après cela, Adonis a fait quelque chose d'étrange. Il a pris la peau faciale de Yamato et l'a mise sur son propre visage. Il a même changé sa voix pour ressembler à celle de Yamato. Ensuite, il a passé un appel vidéo au quartier général de Rodia. Adonis leur a dit que toutes les sorcières avaient été tuées, même pas les troupes n'ont survécu. Il a demandé à être renvoyé sur Terre. Après avoir raccroché, l'Ophélia mourante était bouleversée, disant qu'Adonis était prêt à sacrifier toutes les sorcières juste pour ses propres desseins. Elle a prié les dieux de juger Adonis, le qualifiant de vil enfant humain. Cependant, Adonis n'a pas prêté attention à ses paroles et a traîné Doroka avec lui. Soudain, Doroka l'a giflé parce qu'elle était vraiment agacée par son comportement. À ce moment-là, Chloé n'aimait pas non plus comment Agathe se comportait. Adonis n'a rien dit et est resté silencieux. Alors que l'itinéraire de transport commençait à devenir actif, Adonis a murmuré des excuses rapides. Pendant ce temps, au quartier général de Rodia, toutes les troupes étaient en alerte car Teta savait que la personne qui avait appelé plus tôt n'était pas Yamato, mais Adonis. D'autre part, sur le toit du palais impérial de Rodia, l'un des subordonnés de Goethe a rapporté la situation des sorcières sur la Lune. Soudain, Goethe est devenu fou en apprenant que ses troupes allaient massacrer complètement les sorcières restantes, y compris Adonis. À ce moment-là, les subordonnés de Goethe ont été surpris par le comportement vraiment inhabituel de Goethe. La femme de Goethe a expliqué qu'il pouvait être un peu fou parfois, demandant des éloges comme un enfant. C'est à ce moment que la vérité sur tout ce qui s'était passé a été révélée. La femme de Goethe, dont le nom était Dorothea,
s'est avérée être une sorcière avec la même magie de l'amour que Doroka. Comme les sorcières sur la Lune avaient été anéanties, Dorothea n'avait plus besoin de Goethe. Alors, elle lui a dit de mettre fin à sa propre vie. Off to kill the king, off to kill the king. Today is truly There's a good boy. Keep it up, dear. Your Majesty! En entendant cela, les hommes de Goethe ont été choqués par cette révélation. Quand l'un d'eux s'apprêtait à le signaler, Dorothea a utilisé sa magie de l'amour pour les faire obéir à ses ordres. Elle a ensuite signalé au chef de l'armée que Goethe était décédé. Ensuite, l'arme secrète de Dorothea, Shirozagi, est entrée en jeu. Là, Dorothea expliqua que sa magie ne fonctionnait que sur les hommes. Pour mener à bien son plan, elle devait se débarrasser de ses propres gens. Son désir ultime n'était pas de gouverner ce monde, mais de ramener un certain homme. Lorsque la téléportation a eu lieu, les troupes ont immédiatement ouvert le feu, mais Adonis n'était pas là. Ils ont signalé que les coordonnées avaient été modifiées et qu'ils ne pouvaient plus suivre Adonis. Theta se sentait frustré et a admis que la victoire appartenait désormais à Adonis. Il s'est avéré qu'Adonis avait modifié les coordonnées en utilisant le téléphone portable de Yamato et avait même changé sa voix pour ressembler à celle de Yamato. Actuellement, Adonis était au milieu du désert, loin de l'Empire Rodia. À ce stade, Adonis a annoncé son plan pour faire tomber lentement Rodia avec tous les moyens qu'il pourrait trouver. Pour l'instant, il rassemblerait des informations et chercherait un remède pour guérir ses blessures. Soudain, Doroka s'est assise et a exprimé son désir de retourner sur la Lune, ne voulant pas suivre ses souhaits vengeurs. De nulle part, Adonis a diffusé un enregistrement de Doroka demandant à Yamato de ne pas attaquer à nouveau. Adonis pensait que Doroka agissait de manière irrationnelle, essayant de réparer les choses avec les humains alors que cela semblait impossible. Doroka a alors expliqué qu'elle avait toujours voulu rencontrer Adonis, l'élève de la plus forte sorcière de glace. Adonis, qui vivait entre deux mondes, représentait un espoir pour Doroka en tant que pont pour unir les humains et les sorcières. Elle était déterminée à arrêter le conflit entre les deux. Adonis, cependant, a clairement indiqué qu'il ne se souciait pas des deux nations car sa seule préoccupation était la vie de Chloé et la recherche de vengeance contre son meurtrier. Interrogé sur ses actions ayant entraîné la mort de nombreuses sorcières sur la Lune, Adonis a accusé Anna de l'avoir invité là-bas. Doroka était à la fois attristée et en colère par les paroles d'Adonis, l'accusant de prendre trop légèrement des vies. Adonis a alors demandé pourquoi Doroka pardonnait aux humains malgré avoir été témoin du massacre de sorcières par les humains devant les yeux de son chef. Doroka a répondu en disant que la vengeance ne pourrait jamais guérir le cœur blessé d'Adonis. Quand Adonis a dit qu'il se sentait comme s'il n'avait rien, Doroka a eu un moment émotionnel et lui a rappelé qu'il avait encore une vie que Chloé protégeait toujours. Elle ne voulait pas qu'Adonis devienne une personne cruelle et croyait que chercher la vengeance ne ferait qu'aggraver sa douleur. Adonis, cependant, croyait que la vengeance était un moyen de prouver son existence, et il craignait que si jamais il arrêtait de chercher la vengeance, les souvenirs de Chloé s'effaceraient de son cœur, ce qu'il redoutait. Soudain, Doroka paniqua en voyant le saignement d'Adonis s'aggraver. Pendant ce temps, de loin, un groupe de motards remarqua Doroka et Adonis. Ils pensaient à tort que Doroka et Adonis étaient en couple ou essayaient de s'enfuir ensemble. Par curiosité, ils s'approchèrent de Doroka et Adonis. Lorsqu'ils arrivèrent, Doroka demanda leur aide pour sauver Adonis, qui saignait presque à mort. Heureusement, ces motards étaient très gentils et emmenèrent immédiatement Adonis dans leur quartier général pour obtenir de l'aide. En résumé, le lendemain matin arriva, et Adonis se réveilla dans une chambre. Bientôt, un gars nommé Ponche, qui était le chef de ces gens, entra avec des lézards et une bouteille d'alcool. Lorsqu'ils proposèrent à Adonis de boire, il refusa, pensant que cela ressemblait à de l'eau sale des égouts. Cependant, les lézards semblaient l'apprécier. Adonis pensait que cet endroit semblait être un refuge caché que les Rhodiens ne pouvaient pas atteindre, le rendant très sûr. Peu après, Adonis demanda des nouvelles de Doroka, et Ponche mentionna que les jeunes du groupe l'avaient emmené. Cela mit Adonis en colère, et il exigea de savoir ce qu'ils avaient fait à Doroka. Entendant cela, Ponche sourit et emmena Adonis voir l'état de Doroka. Il expliqua que cet endroit était un refuge pour les Rhodiens abandonnés par la science et devenus des errants ici. Là, Adonis remarqua que la boisson qu'on lui avait offerte avait encore des liens avec le pays de Rhodia, ce qui le rendit triste. Soudain, il entendit les cris de Doroka mais fut surpris de découvrir qu'elle s'entraînait juste à conduire une moto, sans problème. Pour aider Adonis à se détendre, Doroka lui donna une poupée, mais il finit par la jeter de côté. Ensuite, Ponche annonça qu'il y aurait une fête ce soir-là, et tout le monde était très excité. Le soir venu, tout le monde prenait du bon temps ensemble, et Doroka travaillait comme barmaid. Ensuite, un homme âgé voulait discuter avec Doroka car il n'avait pas vu de femme depuis un moment et la trouvait belle. Il était un peu instable et, ivre, il la toucha de manière inappropriée. En réponse, Doroka lui donna rapidement un pain pour détourner son attention.
Pendant ce temps, Adonis observait de loin sans dire grand-chose alors que Doroka s'amusait. Quand Doroka semblait triste, certains gars demandèrent si Adonis était son petit ami et pourquoi il était là au milieu de nulle part. Doroka expliqua qu'ils étaient des amis voyageant à travers le monde, et les gars rirent de cela. Peu après, tout le monde s'endormit soudainement. Doroka paniqua, ne sachant pas ce qui s'était passé. Adonis s'approcha et révéla qu'il avait transformé l'alcool en quelque chose qui les faisait s'endormir. Doroka était confuse mais soulagée que personne n'ait été blessé. Quand Adonis prit un pistolet à l'un des jeunes inconscients, Doroka eut peur et essaya d'expliquer que ces gars les avaient en fait aidés, surtout en sauvant la vie d'Adonis. Adonis décida de ne pas leur faire de mal car cela ne servirait à rien, et il n'avait plus besoin de l'aide de Doroka. Alors, il décida de partir seul. Avant de partir, Adonis mentionna qu'il et Doroka étaient assez différents. Il ne pouvait pas gérer la situation aussi bien qu'elle le faisait, alors que Doroka semblait trouver de la joie même après une expérience difficile. Doroka, de son côté, avait peur que les gens là-bas découvrent qu'elle était une sorcière. Elle croyait que le seul moyen de rester en sécurité était de se fondre dans la masse des humains, même si elle devait faire semblant d'être heureuse. Mais au fond, elle ne se sentait pas bien. Adonis dit qu'il ne voulait pas que Doroka finisse comme lui, alors il la laissa derrière lui. Les lézards essayèrent de réconforter Doroka quand elle se sentit bouleversée d'être laissée seule. Peu après, Ponge vint consoler Doroka. Il critiqua Adonis pour avoir laissé une belle femme comme elle seule sans même dire merci. Doroka défendit Adonis, disant qu'il était en fait une bonne personne. Ensuite, Ponge surprit Doroka en révélant qu'Adonis était l'apprenti de la sorcière, quelque chose qu'elle ne savait pas. Il s'avère qu'Adonis et Chloé étaient ceux qui avaient sauvé Ponge quand il était dans un état vraiment mauvais, et il n'oubliera jamais leur gentillesse. Voir Adonis et Chloé ensemble, heureux et amoureux, fit croire à Ponge que quelqu'un se battrait pour leur bonheur quoi qu'il arrive, même s'ils devaient affronter des difficultés. Cependant, Ponge comprit que la vengeance était une affaire compliquée, et Adonis avait choisi de chercher la vengeance, même si cela signifiait risquer sa vie. Ponge demanda alors à Doroka ce qu'elle prévoyait de faire ensuite. Doroka commençait à trouver sa voie et se rendait compte qu'elle ne pouvait pas laisser Adonis mourir, surtout après avoir échoué à sauver Anna. Pendant qu'Adonis continuait de marcher en réfléchissant aux paroles de Doroka, il vit soudain une silhouette au loin. Il se prépara à utiliser sa magie, pensant que ce pourrait être des soldats de Rodia qui le pourchassaient. Mais après un regard plus attentif, il réalisa que c'était Doroka sur une moto. Adonis fut surpris, et Doroka faillit avoir un accident. Elle expliqua qu'elle ne voulait plus le retenir et qu'elle voulait voyager avec lui. Adonis fut heureux d'entendre cela, mais fut encore plus surpris quand il réalisa que Doroka ne savait pas comment utiliser les freins de sa moto. Alors, il dut la poursuivre car elle semblait un peu perdue et ne savait pas comment s'arrêter. De l'autre côté de l'histoire, spécifiquement dans la capitale de l'Empire de Rodia, les citoyens se rassemblaient en anticipation d'une cérémonie pour choisir un nouveau roi car l'empereur Goethe avait tragiquement glissé et était mort. À ce moment-là, Oz, qui était responsable de la sécurité antiterroriste, surveillait depuis le toit d'un immeuble. À exactement 20h57, l'événement commença en honorant les réalisations du 23e empereur, Goethe. Son leadership avait conduit à des avancées remarquables, comme l'invention de l'expansion des engrenages, une réalisation humaine significative qui avait amélioré le monde. Grâce à la forte armée de l'Empire, ils avaient restauré la fierté de l'humanité. Après cet hommage, un nouveau leader se présenta pour prendre la place de Goethe, la reine Dorothea. Il est important de noter que Dorothea était une sorcière. Elle captiva le public avec son chant et sa danse, utilisant la magie de l'amour pour ensorceler tout le monde, afin qu'il la soutienne. D'autre part, dans une autre région, il était clair qu'ils n'étaient pas aussi avancés que l'Empire de Rodia. Ils utilisaient des téléviseurs plus anciens, et les smartphones étaient rares. Cependant, ce qui ressortait, c'était que ces gens n'étaient pas affectés par la magie de Dorothea. Ils savaient que Dorothea était une sorcière qui avait fait du mal à son propre peuple pour gagner en pouvoir dans l'Empire de Rodia. Pendant ce temps, en coulisses, les troupes militaires qui savaient qu'Adonis était toujours en vie étaient éliminées une par une. D'autre part, Shirozagi réapparut, et il ne pouvait détacher son regard de Dorothea, rougissant et saignant du nez. Cependant, la chose la plus cruciale était que Shirozagi avait reçu une mission, retrouver Adonis, qui était favorisé par la déesse. Mais malheureusement, pour l'instant, Shirozagi avait du mal à localiser Adonis. Néanmoins, Shirozagi restait confiant dans ses capacités à le retrouver. Peu après, Adonis commença son voyage avec Doroka sur une moto. Là, il rappela à Doroka qu'il était animé par la vengeance et ne voulait pas qu'elle soit en danger. Il se demanda pourquoi Doroka ne lui avait pas utilisé sa magie de l'amour lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, car cela aurait pu lui faciliter la tâche pour le contrôler et le faire suivre les ordres d'Ophélia. Ensuite, Doroka expliqua qu'elle ne voulait pas manipuler les gens de cette manière. Peu après, ils arrivèrent à la ville de Sandland, qui semblait endommagée et vide.
Adonis resta prudent et demanda à Doroka d'attendre pendant qu'il enquêtait sur un grand bâtiment devant eux. Cependant, Doroka ne voulait pas rester dehors seul. Puis, par curiosité sur le contenu du sac de Doroka, Adonis lui demanda de lui montrer ce que Ponche lui avait donné. Doroka exhiba tout l'équipement de camping que Ponche lui avait fourni, y compris une tente flexible en forme de bonhomme de neige, ainsi que de nombreux autres équipements de camping. Cependant, Adonis s'éloigna rapidement sans y prêter beaucoup d'attention. Cela laissa Doroka irritée car elle se sentait ignorée. Avant d'entrer dans le bâtiment, Adonis se demanda pourquoi la ville était déserte, et il n'y avait aucun signe de bataille. Il espérait trouver des informations à l'intérieur du bâtiment. En entrant, Doroka poussa un cri de surprise, ce qui contraria Adonis. Pendant qu'il continuait à explorer, un hologramme apparut soudainement et salua Doroka. Elle fut surprise, pensant que c'était un fantôme car elle n'était pas au courant des dernières technologies. Adonis expliqua que ce n'était qu'un hologramme, une création scientifique faite par l'homme. L'hologramme mentionna que l'endroit était autrefois un poste de police pour aider les résidents, mais malheureusement, il n'y avait plus personne dans la région. Après un moment, Adonis découvrit une salle de prison et entendit quelqu'un chanter à l'intérieur. Lorsqu'il vérifia, il trouva un prisonnier qui était toujours en vie. Doroka ne put s'empêcher de crier, ce qui effraya l'homme non seulement à cause de sa voix mais aussi parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'autres survivants. L'homme s'appelait Ryota. À ce moment-là, Ryota semblait inoffensif, mais Adonis restait prudent et gardait un œil sur lui. Adonis savait déjà pourquoi Ryota restait à cet endroit sans qu'on lui dise, alors il décida de partir car il en avait assez de l'endroit. Avant de partir, Ryota mentionna que les personnes qui avaient quitté la ville avaient dit la même chose. Les habitants obsédés par l'expansion des engrenages préféraient vivre dans la capitale plutôt que de rester là-bas, et cela s'était produit après l'incident d'extermination des sorcières. Par curiosité, Adonis demanda s'il y avait une grande ville à proximité. Ryota répondit qu'il y avait un endroit appelé Mamutapolis à environ 70 km à l'est. Avec cette information, Adonis partit rapidement. Doroka exprima sa frustration, se demandant pourquoi Adonis n'avait pas offert d'aide à Ryota, au moins en lui fournissant de la nourriture et en l'aidant à sortir de prison. Adonis soupira et expliqua que la prison n'était pas fermée à clé. Il savait que Ryota vivait là avec sa partenaire, qui était malheureusement décédée. Selon Adonis, ce dont ils avaient tous les deux besoin n'était pas de la nourriture, mais de la paix et de la solitude. Ryota aimait profondément sa petite amie, Sacha, même si elle n'était plus en vie. La raison pour laquelle ils étaient en prison était que Sacha avait été accusée d'être une sorcière. Par conséquent, Ryota trouvait du réconfort à rester là après le départ des personnes qui l'avaient accusé, et il avait l'intention d'être avec Sacha jusqu'à la fin de sa vie. Le lendemain, Adonis arriva dans la ville de Mamuta. En entrant, ils virent une porte en forme de soutien-gorge, ce qui inquiéta Doroka car Adonis pourrait déclencher une bagarre avec les troupes de la ville. Pour éviter qu'Adonis ne cause des ennuis, Doroka suggéra qu'il joue à pierre-feuille-ciseaux. Le perdant devrait obéir au gagnant. Adonis ne voulait pas jouer au début, mais Doroka insista. En entrant dans la ville, ils furent tous les deux surpris. Adonis était de plus en plus frustré par l'ère actuelle, qui semblait être tellement dépendante de la technologie qu'elle était autodestructrice. Soudain, ils virent une silhouette de femme devant eux. Adonis freina brusquement, et Doroka vérifia si la femme allait bien, même si elle n'avait pas de vêtements. Cependant, il s'avéra que la femme était un robot de combat. Comme il n'y avait personne autour, le robot attaqua quiconque, y compris Doroka. Heureusement, Adonis se débarrassa rapidement du robot. Ensuite, Adonis avertit Doroka d'être prudente et expliqua que le robot était un jouet fabriqué par l'homme. Ils entendirent un autre bruit venant d'un hôtel à proximité. Inquiète pour sa sécurité, Adonis demanda à Doroka d'attendre dehors. Il se frustra et lui dit d'obéir, et si quelque chose arrivait, elle devrait crier car il ne la laisserait pas seule. En attendant dehors, Doroka fut choquée en voyant un tas de robots mourants. Elle avait tellement peur d'être seule qu'elle décida de se faufiler à l'intérieur et de suivre Adonis, même si elle savait qu'il pourrait se mettre en colère. Cependant, Doroka n'avait pas oublié sa promesse à Ponche de protéger Adonis des dangers et de l'empêcher de mourir. Elle croyait qu'Adonis lui pardonnerait finalement après avoir entendu ses excuses, même s'il se mettait en colère. Mais en se souvenant de la férocité et de la volonté d'Adonis de la laisser seule, Doroka commença à paniquer. Soudain, il trouva Doroka en train de se cacher et elle s'agenouilla immédiatement pour s'excuser. Elle expliqua qu'il serait plus sûr pour eux de rester ensemble que d'être séparés. Adonis lui pardonna, mais il souligna qu'elle ne devrait pas être un obstacle s'ils rencontraient des ennemis. Peu après, ils arrivèrent dans une pièce où ils entendirent des gémissements forts, et ça sentait terriblement mauvais. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils furent surpris de voir des robots servant encore des figures humaines, même si les humains étaient morts. Ces robots avaient été créés par l'Empire de Rhodia, comme le montrait la marque de Rhodia. Ce qui était étrange, c'est que ces robots semblaient avoir des personnalités et voulaient mettre fin à leur propre souffrance.
Ils se demandaient pourquoi ils avaient été créés et programmés ainsi. Peu après, Adonis les détruisit rapidement tous. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a deux femmes des unités d'espionnage spéciales 5 et 6 de Susur. Elles veulent franchir la frontière, et il est clair qu'elles ne sont pas de l'Empire de Rodia car elles ont rapidement pénétré en vainquant les gardes de Rodia. Maintenant, revenons à Adonis. Selon lui, l'idée d'Ophélia est que la science révélera la vraie nature des humains. Quand Adonis trouve une paire de menottes, il est convaincu que tout est lié au commerce des esclaves. Dans cette petite ville, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des robots en grand nombre, alors certains hommes en viennent à vendre leurs femmes et leurs filles juste pour obtenir un robot. En conséquence, cette ville ne peut pas produire la prochaine génération, et elle se dirige vers la destruction car sans femmes, il n'y aura pas de nouveaux enfants. Adonis croit que ce problème n'est probablement pas limité à cette seule ville. Après avoir rassemblé les carcasses de robots, Adonis crée un dispositif ressemblant à un EMP improvisé pour effacer les programmes stockés dans les corps des robots. D'autre part, nous voyons deux femmes dans la ville de Mamut. Elles ciblent Adonis, l'apprenti du magicien. Cependant, elles ne sont pas du côté de Rodia mais travaillent plutôt pour l'Empire de Susur. Leur mission est de capturer Adonis pour arrêter les plans de Rodia. Mais ce ne sera pas facile car Shirozagi est également à Mamut City, et il n'est pas prêt à abandonner sa proie. Il affronte les deux femmes pour protéger Adonis. De retour avec Adonis, après avoir enterré les robots, Doroka pria. Adonis se plaignit rapidement que les robots n'avaient pas besoin de condoléances de la part des humains. Il suggéra que si Doroka voulait vraiment montrer du respect pour les robots, elle devrait faire quelque chose pour que les humains n'aiment pas les robots. Doroka n'était pas d'accord avec l'idée d'Adonis, et il lui dit de rester là si elle n'était pas d'accord. Il lui rappela qu'il était responsable de la mort des sorcières sur la Lune. Alors, Adonis demanda une dernière fois à Doroka si elle voulait toujours partir avec lui. Doroka montra deux poupées comme symbole de paix, indiquant son désir de suivre Adonis partout. Elle était consciente que les sorcières voulaient utiliser Adonis contre l'humanité, ce qui semblait être une trahison. Soudain, Adonis se retourna légèrement, murmura des excuses, et invita Doroka à le rejoindre à nouveau. Ils essayèrent de détendre l'atmosphère en plaisantant. Adonis taquina Doroka pour se débarrasser de la poupée qui ne lui ressemblait pas et la traita d'incompétente. Mais ensuite, Doroka mentionna fièrement son talent pour le chant. Malheureusement, ce moment léger ne dura pas longtemps car Shirozagi arriva. En un instant, la moto d'Adonis fut complètement détruite. Il s'avéra qu'Adonis avait été localisé par une agence de renseignement dirigée par Charmy. Même si les coordonnées avaient été effacées, les données du serveur utilisé étaient toujours enregistrées par Charmy, leur permettant de retracer les mouvements d'Adonis et de surveiller Shirozagi à travers un drone. Là, Charmy ordonna à Shirozagi d'éliminer rapidement Adonis car elle ne voulait pas faire des heures supplémentaires. Adonis commença à paniquer en réalisant que la science était suffisamment puissante pour le localiser. Lorsqu'il demanda à Shirozagi des nouvelles des deux femmes, celui-ci montra leur tête, indiquant qu'il s'en était rapidement occupé. Cela mit Doroka en colère lorsqu'elle vit cela. Soudain, Shirozagi apparut juste devant Doroka. Peu après, Adonis tenta d'attraper Doroka, mais avant qu'il ne puisse lancer un sort, Shirozagi frappa Adonis et l'envoya voler. Adonis commença ensuite à tirer, mais Shirozagi esquiva sans effort toutes les balles. Ensuite, il créa une balle plus grosse, et Charmy, qui savait que Shirozagi essaierait de le maîtriser, suggéra qu'il devrait l'éviter. Alors que Shirozagi s'apprêtait à attaquer, Doroka utilisa rapidement sa magie de l'amour. Adonis demanda à Doroka de recueillir des informations auprès de Shirozagi, mais Shirozagi se libéra facilement et sembla ravi de rencontrer quelqu'un avec la même magie que Dorothea. Shirozagi révéla qu'il avait la magie de l'amour implantée dans sa poitrine par Dorothea, rendant la magie de Doroka inefficace contre lui. Adonis était confus car il ne savait pas qui était Dorothea. Soudain, Shirozagi lança des centaines de bras mécaniques pour attaquer Adonis. À ce moment-là, Adonis dit à Doroka de reculer puisque sa magie ne fonctionnait plus. Se souvenant d'une insulte de Goethe, qui considérait les sorcières comme inutiles sans magie, et voyant la détermination de Doroka à être utile, Adonis lui créa une armure et une épée. Cela permettrait à Doroka de rejoindre le combat ou du moins de se défendre. Adonis expliqua que l'épée était enchantée pour couper à travers tout et lui montra même un parchemin avec des techniques de maniement de l'épée. Pour Adonis, cela était relativement facile, et heureusement, Doroka avait quelques compétences avec une épée. Cependant, tous les deux étaient très fatigués, surtout Doroka, car les mains mécaniques de Shirozagi semblaient infinies. Une fois de plus, Adonis dut protéger Doroka. Soudain, Shirozagi augmenta sa puissance d'attaque en boost sa production. Adonis utilisa la magie pour détruire toutes les mains mécaniques puis forma une boule qui roula vers Shirozagi. Là, Charmy avertit Shirozagi de ne pas toucher la boule, mais cette fois, Shirozagi n'écouta pas et maximisa sa production. Étonnamment, Shirozagi parvint à retenir la boule. Adonis se précipita pour l'attaquer, mais Shirozagi l'arrêta avec une main mécanique. À ce moment-là,
Adonis se concentra sur Doroka, qui avait blessé la jambe de Shiruzagi par peur, la mettant en danger. Ensuite, il s'approcha pour la protéger. Shiruzagi dit à Doroka de viser précisément son cœur, prévenant que l'échec entraînerait leur mort. Adonis se releva et tenta de lier Shiruzagi avec la magie. Lentement, le corps de Shiruzagi commença à s'effriter. Cependant, Shiruzagi survécut en perturbant la magie d'Adonis avec la sienne, affaiblissant la magie d'Adonis. Leur seul espoir était Doroka, mais elle semblait impuissante, se faisant attraper et soulever dans les airs. Adonis ne pouvait pas bouger, et sa magie lui échappa des mains, le libérant. Il commença à paniquer, réalisant qu'il n'avait aucun espoir de survie. Il ressentit une profonde tristesse et colère pour la deuxième fois alors que la personne la plus proche de lui était tuée devant ses yeux. Cependant, cette fois, Doroka était toujours en vie. Tristement, Doroka souffrira pour le reste de sa vie car elle ne peut plus voir. Adonis se mit en colère et demanda à Shiruzagi de rendre les yeux de Doroka, mais Shiruzagi mit encore plus en colère Adonis en jouant avec les yeux. Adonis devint vraiment furieux et essaya d'attaquer Shiruzagi, mais ne put lui faire de mal. Peu après, Adonis se cacha et aida Doroka à arrêter le saignement. Adonis utilisa le bras robotique de Shiruzagi pour soigner les blessures de Doroka. Doroka s'excusa auprès d'Adonis pour être un fardeau et dit qu'elle avait toujours voulu aller à l'école avec lui et vivre en paix. Elle se demandait pourquoi sa vie était ainsi, puis s'évanouit. À l'improviste, Adonis se souvint que Chloé et Doroka avaient le même rêve. Cela fit vraiment de la peine à Adonis car il n'avait pas pu protéger l'une ou l'autre. Il décida donc d'utiliser tous ses pouvoirs pour créer un géant. Shiruzagi, en revanche, était excité de voir une magie qui n'avait pas de sens. Adonis essaya de l'attaquer, mais Shiruzagi était en sécurité. Adonis menaça alors de faire subir à la reine Dorothea ce que Doroka avait vécu. Cela mit Shiruzagi vraiment en colère, et il voulait en finir rapidement. Étonnamment, le puissant géant fut facilement vaincu par Shiruzagi. Adonis était coincé et ne pouvait rien faire. Cette fois, Shiruzagi rassembla toutes ses mains en une seule main géante. De son côté, Doroka, qui ne pouvait pas voir, continuait d'appeler Adonis. Peu après, Adonis s'approcha, mais il s'avéra être Shiruzagi faisant semblant d'être lui. Doroka demanda où était Adonis, ne sachant pas qu'il était emporté sans défense. Adonis dit à Doroka de s'enfuir, mais Shiruzagi attaqua immédiatement Adonis jusqu'à ce qu'il meure. Pendant ce temps, Doroka fut également tué. Shiruzagi était agacé car la voix de Doroka lui rappelait Dorothea. Heureusement, il avait changé l'apparence de Doroka. Soudain, Shiruzagi se souvint de sa première rencontre avec Dorothea, celle qu'il aimait. Mais il ne pouvait pas être avec elle après avoir connu ses objectifs. Pourtant, il était heureux de lui être dévoué. Il croyait que le monde n'avait pas besoin de deux sorcières puissantes, et Adonis était déjà un adversaire digne. À ce moment-là, Shiruzagi s'apprêtait à tuer Adonis lorsque Doroka l'arrêta et lui rappela que les sorcières étaient considérées comme des ennemis de l'humanité. Doroka savait qu'Adonis avait détruit la capitale et causé la mort d'humains, mais cela avait commencé parce que les humains chassaient les sorcières. Elle croyait que la vengeance était mauvaise mais était convaincue que les humains ne pouvaient pas être pardonnés, et que la vengeance n'était pas nécessairement mauvaise. Shiruzagi dit qu'il se fichait de ce que disait Doroka. Il était concentré sur la tête d'Adonis. Adonis, qui mourait, demanda à Doroka une faveur, d'utiliser un sort d'amour sur lui. Adonis était prêt à tout pour Doroka et la supplia jusqu'à ce qu'elle accepte. Étonnamment, le sort d'amour fonctionna. Non seulement il renforça les capacités physiques d'Adonis, mais il lui transféra également les souvenirs de Doroka. Adonis vit les souvenirs passés de Doroka, où elle était dans une école de magie avec d'autres sorcières. Les amis de Doroka se moquaient souvent de ses capacités. Sa magie était considérée comme inutile et dangereuse pour les gens. Sa magie était tout au sujet du contrôle, et ses amis la trouvaient répulsive. À cause de cela, Doroka était toujours isolée et déterminée à devenir une bonne sorcière, promettant de ne jamais utiliser sa magie sur qui que ce soit. C'est à ce moment-là qu'Adonis commence à comprendre pourquoi Doroka est toujours si confiante et innocente. Adonis a demandé à Doroka de l'utiliser comme elle le voulait sans se soucier de rien. À ce moment-là, Doroka a gagné en confiance et a créé une couronne qui a guéri Adonis complètement. Il avait une magie au-delà de la compréhension humaine. Doroka a encouragé Adonis à devenir une personne imbattable, le rendant encore plus fort. Pendant ce temps, Shiruzagi se sentait impuissant et a demandé à Adonis de se calmer et de ne pas tout terminer. Mais Adonis était trop en colère pour écouter. Il a commencé à jeter le sort de magie le plus puissant au monde. Ensuite, Adonis a expliqué que cette magie était celle de Chloé, utilisée pour mettre fin à une sécheresse sur Terre il y a 100 ans. Il a promis de l'utiliser pour protéger les autres. À ce moment-là, Shiruzagi a essayé de riposter, mais ses mains mécaniques ont gelé et se sont brisées instantanément. Il a dit à Doroka d'arrêter la magie d'Adonis car un humain comme lui ne pouvait pas supporter un tel froid. Mais Doroka l'a rassuré, disant qu'Adonis, rempli de vengeance,
libérerait un feu brûlant à l'intérieur de son corps. Shirozagi était vraiment surpris. Il s'avère que la suggestion peut provoquer des choses qui n'ont pas de sens pour les humains. Il a essayé d'attaquer mais a gelé instantanément. Lorsque le sort était terminé, il a créé une énorme tempête de neige recouvrant plusieurs villes sur Terre. En même temps, Ponch et ses amis étaient stupéfaits de voir le désert chaud se transformer en un désert enneigé, rendant tout le monde froid. Quant à Adonis, lorsqu'il s'est évanoui du froid, il a vu une image de Chloé le serrant dans ses bras puis disparaissant. Quand il s'est réveillé, il se souvenait de sa promesse à Chloé, n'utiliser sa magie que pour protéger les gens. Alors, il a créé une armure forte et chaude pour protéger Doroka. Peu après, Adonis s'est évanoui à nouveau à cause du froid, ce qui inquiétait Doroka. Mais quand elle a entendu son battement de cœur, elle s'est sentie soulagée car il était toujours en vie. Mourant, Shirozagi a dit qu'Adonis et Doroka ressemblaient à Dorothea quand ils étaient jeunes. Il a demandé à Doroka de dire à Dorothea que même s'il avait échoué dans sa mission, il avait fait de son mieux. Bientôt, Adonis a réalisé quelque chose d'important. Il se souvenait qu'il avait promis de guérir les yeux de Doroka. Pendant ce temps, la reine Dorothea a été montrée, faisant son jogging joyeusement le matin et saluant son peuple. Quand elle est rentrée au palais, ses conseillers étaient inquiets pour sa sécurité, mais elle les a assurés qu'elle et le peuple s'aimaient. Elle a également demandé si on avait des nouvelles des couronnes, sinon, elle déclarerait la guerre. Ensuite, l'histoire a montré le pays de Moder Orionsono, la nation militaire de Mika, le pays médical de Marc-Point, et le pays de l'Est de Susur. De retour à Adonis, il était maintenant éveillé et en bonne santé. Doroka se sentait toujours mal d'avoir utilisé le sort d'amour sur lui, mais elle commençait à comprendre. Adonis a révélé qu'il avait de forts sentiments d'amour et d'affection pour Chloé et a dit à Doroka de ne pas se soucier du sort d'amour car il l'avait demandé. Ensuite, Adonis a demandé à Doroka si elle pouvait relever sa frange, et elle a accepté. À ce moment-là, Doroka se sentait gênée car elle pensait que son visage avait l'air laid maintenant. Adonis lui a dit qu'il était aussi responsable de cette situation. Après avoir vu les souvenirs de Doroka, il a commencé à la comprendre mieux. Il a réalisé que la gentillesse de Doroka était authentique et non pas fausse. Adonis a demandé à Doroka de partager sa gentillesse avec lui. Quand Adonis a attaché un tissu autour des yeux de Doroka, elle l'a imaginé la serrant fort dans ses bras. Là, il a clairement fait comprendre que son cœur appartenait à Chloé, et que la magie d'amour de Doroka ne l'affecterait pas. Malgré ses mots espiègles, Doroka était contente. Quand Adonis lui a serré la main fermement, Doroka a été profondément ému. Adonis a dit qu'ils devaient s'entraider. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est de ne pas se mêler des querelles de sorcières, sinon vous pourriez finir aveugle comme une taupe et 2 fois plus triste. Soyez gentils, vivez votre vie et évitez le drame.